fonctionnement des institutions et les discours de certains députés, eh ben, je ne peux que soutenir l'ambition de passer à la 6e République. La constitution de la 5e République, elle est entrée en vigueur en 1958, il y a donc 67 ans, alors que donc la France, elle était tiraillée par l'instabilité politique, par des conflits coloniaux. C'était un pays dans l'impasse qui s'en remettait à un homme providentiel, à son homme providentiel préféré pour régler ses problèmes, le général de Gaulle. Et à cette époque, en fait, le pays avait besoin de stabilité, de clarté, d'efficacité. Ben, finalement, ne sommes-nous pas de nouveau dans cette situation aujourd'hui ? Le président de la République, qui doit être le garant de la stabilité du pays, eh bien, au lieu de ça, Emmanuel Macron et ses alliés usent des mécanismes de la Constitution pour bafouer la volonté du peuple souverain. Prenons l'exemple du bien connu 49.3, l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Normalement, il doit permettre de lever un blocage parlementaire. Or, on a vu Emmanuel Macron et Elisabeth Borne qui l'ont utilisé pour faire passer en force la réforme des retraites contre l'avis des Françaises et des Français. Mais ce mépris du peuple souverain, il ne s'arrête plus au gouvernement. On l'a vu il y a quelques semaines avec Julien Dive, un député droite républicaine, qui a déposé une motion de rejet sur son propre texte. Donc c'est la première fois qu'on le voit depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'un rapporteur sur son projet de loi, sur sa proposition de loi, dépose une motion de rejet pour éviter le débat à l'Assemblée nationale et faire que le texte finalement revienne dans un huis clos avec 7 sénateurs, 7 députés, dans une commission mixte paritaire qui aura lieu du coup lundi. Et du coup, j'en profite aussi pour vous dire qu'il va y avoir des mobilisations partout en France, là, dimanche 29 et lundi 30. Donc, vous pouvez les rejoindre, ces mobilisations, puisque cette fameuse loi du plomb, elle a plus pour objectif de satisfaire finalement les lobbies de l'agrobusiness, de l'agrochimie et le patron de la FNSEA, plutôt que de défendre les agriculteurs et les agricultrices. C'est une loi qui est dangereuse pour notre santé, pour notre environnement, qui réintroduit des pesticides qui ont été interdits et qui favorise aussi l'agrandissement des fermes. Donc voilà, c'est pour ça que ne pas débattre de ce genre de loi, c'est quand même problématique. Je disais donc que la 5e République, elle tenait dès lors que le président de la République reflétait la volonté du peuple souverain. Mais on voit que le verrou a sauté dès 2005. Pour certains se rappellent, alors que le non à la Constitution européenne l'emporte largement, Jacques Chirac ne démissionne pas, contrairement à De Gaulle après la défaite de son référendum sur le Sénat. Et pire encore, 3 ans après, le traité de Lisbonne est adopté, reprenant en grande partie la Constitution européenne à laquelle les Françaises et les Français étaient opposés. L'irresponsabilité des élus au plus haut niveau de nos institutions, c'est l'une des principales causes de la crise démocratique que nous traversons. Ben oui, les gens se disent, à quoi bon aller voter si les élus ne respectent pas le vote ? Et on l'a bien vu, puisque dans quelques jours, eh bien, ça fera 1 an que le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections législatives. Emmanuel Macron a totalement nié le résultat des urnes en nommant un Premier ministre de droite. Et ensuite, il préfère négocier avec l'extrême droite plutôt que de respecter les électeurs, les électrices qui se sont déplacés en nombre pour faire barrage au Rassemblement national. Pourtant, la démocratie, elle est définie comme une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Alors, pouvons-nous encore dire que le peuple est souverain quand son vote n'est pas pris en compte ? Tout ça, c'est la conséquence d'un pouvoir qui est concentré depuis bien trop longtemps dans les mains des mêmes personnes. Des personnes qui privilégient les profits à nos vies
Et aujourd'hui, la majorité des représentants du peuple font le choix de représenter des milliardaires. Résultat, ils préfèrent réduire les dépenses plutôt que de taxer les super-profits pour avoir plus de sous dans les caisses de l'État. Et qui sont les victimes ? C'est l'école, c'est l'hôpital, c'est les services publics. En fait, c'est vous. Et c'est certainement pas Bernard Arnault ou Vincent Bolloré. En fait, ce qu'on voit, c'est que ces gens sont totalement déconnectés de la réalité de ce que vivent les gens, ce que vivent les Françaises et les Français. Et ce sont des élus et des notables, de père en fils, qui finalement ne connaissent pas grand-chose en fait aux difficultés des gens que vivent les gens au quotidien. Et je vais vous donner un exemple qui pour moi est assez parlant, c'est la famille Cazeneuve. Bon, pas celle de Bernard, mais les autres Cazeneuve. Le père est député, le fils, donc c'est Jean-René Cazeneuve, le fils, Pierre Cazeneuve, est député également. La fille, c'est une ancienne conseillère d'Emmanuel Macron, qui avait travaillé pour le cabinet de McKinsey, qui est aujourd'hui directrice de l'assurance maladie. Et la compagne de la fille Cazeneuve, c'est Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé sous Borne, qui est aujourd'hui député PS. Et du coup, je trouve que c'est un exemple qui illustre bien le phénomène sociologique de reproduction sociale avec lequel, en fait, on ne change rien. Parce que c'est toujours le même cercle, en fait, qui se retrouve, les mêmes familles qui se retrouvent dans des mêmes mandats et qui prônent la même politique. Et donc, ce phénomène sociologique-là de reproduction sociale, c'est notamment Monique Passon-Charlot qui travaille beaucoup dessus. Donc, je vous invite à lire ses ouvrages. Et donc, nous, on a besoin de changement social. Alors, vous voyez, quand j'ai été élue en 2022, j'étais la première ouvrière agricole à l'Assemblée nationale. Or, en 2022, on comptait environ 318 000 salariés agricoles en France. Et en comparaison, en 2022, donc toujours, on comptait 31 députés avocats pour 72 500 en France. Il y a donc 1% d'ouvriers à l'Assemblée nationale, 6% d'employés, alors qu'ils représentent un quart de la population française. Vous voyez bien qu'il y a peut-être un problème de représentativité. Et en 2017, pour aussi vous donner un petit peu d'autres exemples, sur le mépris aussi que ces professions vivent, en 2017, parce qu'elle était aide-soignante, certains qualifiaient Caroline Fiat, donc élue députée, ils la qualifiaient de députée Bac-2. Vous voyez un peu le mépris qu'ils peuvent aussi avoir quand des classes populaires et des ouvriers, des employés arrivent dans les institutions. Comment finalement on peut représenter le peuple comment le peuple peut être représenté par des gens qui ont tant de mépris pour lui en réalité. Et donc pour nous, il est temps que les choses changent et que le peuple reprenne toute sa place dans nos institutions. Et je veux dire, c'est pas le seul exemple. Beaucoup prenaient Mathilde Panot pour l'attachée parlementaire de Jean-Luc Mélenchon. Rachel Keke, femme de chambre, élue aussi en députée en 2022, était moquée. Et je sais pas si vous voyez le lien à tout ça, mais en fait, c'est aussi toutes des femmes. Et nos institutions, elles ont été faites, pensées, par des hommes, pour des hommes. Si bien que dès qu'une femme parle trop fort, ça dérange. Il y a 2 jours, donc mercredi, il y a un député du Rassemblement national qui dit de ma collègue André Torigna qu'elle est hystérique. Alors heureusement, on avait Clémence Guettet qui présidait et qui a donc rappelé l'origine sexiste de ce terme et qui a rappelé que ce genre de propos n'a pas sa place dans l'hémicycle. En 2022, j'étais enceinte. Je vous rassure, c'est pas le même, j'ai accouché depuis. Et j'ai réalisé, avec plusieurs, que je n'allais pas me faire remplacer au moment de ma pause maternité.
Alors effectivement, un ministre, un député ou une députée qui devient ministre peut se faire remplacer par son suppléant ou sa suppléante, même si c'est pour 3 mois, parce que le gouvernement a été censuré. Mais une députée enceinte ne peut pas être remplacée par son suppléant ou sa suppléante. C'est pour ça que j'avais déposé une proposition de loi constitutionnelle, parce que là, il faut aller modifier la Constitution. Donc c'est pour vous dire à quel point on n'a pas du tout pensé aux femmes, quoi. Il faut modifier la Constitution pour que une parlementaire ou un parlementaire qui accueille un enfant puisse être remplacé par son suppléant ou sa suppléante. Et donc, je vais redéposer cette proposition de loi constitutionnelle il y a quelques semaines, en rajoutant également le remplacement en cas d'arrêt maladie longue durée. Parce que là encore, un député ou une députée qui est malade, qui est en arrêt maladie pendant plusieurs mois, ne peut pas être remplacé par son suppléant ou sa suppléante. Donc en fait, si on veut des élus à l'image du peuple, il faut permettre aux gens, et en particulier aux femmes, d'accéder à ces fonctions. Et même si sur le fond, n'importe qui peut devenir élu. Mais en pratique, c'est bien plus compliqué. Parce que quand on travaille tous les jours à l'usine, au supermarché, quand est-ce que c'est possible de faire campagne, d'exercer son rôle d'élu ? Finalement, c'est bien plus facile et bien plus évident pour quelqu'un qui est patron de son entreprise, qui est cadre et qui a des horaires aménageables. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et je dirais que pour conclure, qu'une constitution qui est construite par des hommes blancs, âgés, ça ne permet pas à tout le peuple de pouvoir être représenté et pouvoir exercer le pouvoir. C'est pourquoi il faut vite passer à la 6e République et donner au peuple la possibilité de choisir lui-même les modalités d'exercice du pouvoir, comment élire leurs représentants, comment garantir la représentativité de toutes et tous. Et aujourd'hui, on va essayer de vous donner un avant-goût de ce à quoi ressemble une véritable démocratie. Mais avant ça, je vais donner la parole à mon collègue Pierre-Yves Cadalin, député de Brest, député du Finistère, que j'ai vraiment le plaisir d'accueillir. Bienvenue à Bréal-sous-Montfort. Bonsoir à tous et tous, je suis absolument ravi d'être ici, ravi de répondre à ton invitation et je me joins aussi aux remerciements à l'ensemble des militants qui à la fois ont organisé et protègent l'événement parce que c'est vrai que c'est terrible, moi je ne pensais pas qu'on allait vivre une époque où on allait commencer nos réunions publiques ensemble par dire qu'il était important que certaines et certains d'entre nous prennent cette fonction si importante d'assurer la protection à la fois de nos élus mais du rassemblement général que nous puissions faire. Et pourtant, c'est le moment politique que nous vivons. C'est là où il faut avoir de la cohérence, des principes, de l'honnêteté et des convictions bien solidement ancrées pour justement faire exister une perspective positive dans le pays. Parce que c'est dans les moments où ça tente le plus qu'il faut justement pas s'arracher à ces principes et qu'il faut se dire que quand bien même la situation est difficile, c'est important de rester ensemble, c'est important de s'organiser et c'est important de mener le combat en commun. Et de ce point de vue-là, je suis d'autant plus content d'être ici que je souhaite, auprès de vous qui habitez ici, rendre un hommage appuyé et tout particulier à Mathilde Digné, qui est une formidable députée. Des députés comme ça, il en faudrait davantage. Le pays en aurait besoin de bien davantage de députés pareils. Une femme de conviction, une femme qui sait aussi ce dont elle parle, et c'est bien le sens du propos que tu viens de tenir, c'est que lorsque certains ont osé te dire, lorsque je n'étais pas encore élu, mais je suivais tes interventions et les débats à l'Assemblée nationale, certains osaient te dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là ?» Parce que c'est vrai que c'est souvent et quasiment systématiquement aux femmes qu'ils font ça. Par exemple, vous avez une de nos camarades qui prend la parole, vous aurez, alors à l'extrême droite c'est bingo, c'est à chaque fois, et puis, mais ça peut être à droite ou chez éventuellement les macronistes, c'est « Ah non, encore celle-là !» C'est incroyable, quoi. Et alors, la palme revenant à quand Sandrine Rousseau, alors elle est tout de suite et immédiatement couverte d'agonie par le marais de la droite et de l'extrême droite. Bon. Eh bien, cette personne-là avait osé dire à Mathilde, non mais, de toute façon, pourquoi elle parle, elle n'y connaît rien à l'agriculture. Si après, vous le savez bien. Comment c'était ? C'était retourne sur le terrain. Retourne sur le terrain, non mais vous voyez, là je viens d'aller... Aller sur le terrain. Bah ouais, c'est incroyable parce que ces gens auxquels on s'oppose,
en fait, tiennent des discours auxquels ils réfléchissent même plus. Et d'ailleurs, vous les voyez comment ils parlent. À chaque fois qu'ils se pointent à la télé, c'est « les Français pensent que ». Alors, ok, c'est bien, moi, je sais pas, moi, j'aurais vraiment du mal à aller jusqu'à un tel niveau de généralisation. Mais si ces gens sont si brillants qu'à eux tout seuls, ils arrivent, et si nombreux en plus, à penser ce que tous les Français pensent, et puis à en être le porte-voix d'un coup, bon, c'est assez merveilleux. Mais en réalité, ils parlent toujours d'un point de vue situé. Et ce point de vue situé, c'est toujours un peu le même. Et je me permets de faire le lien avec ce que disait Mathilde à l'instant, c'est que le système représentatif en tant que tel, pas uniquement la Ve République, la façon dont s'est construite l'idée que la seule façon de faire vivre une démocratie, ce serait d'élire des gens. Mais ce système représentatif, historiquement, il a toujours reposé sur l'intérêt et la défense de l'intérêt des plus riches et des plus puissants. Toujours. Et d'ailleurs, au départ, c'est pour ça que les ouvriers ne votaient pas, que ceux qui n'avaient pas de patrimoine ne votaient pas, que les femmes ne votaient pas, qu'une partie des jeunes ne votaient pas, puisque la majorité a été abaissée à 18 ans, somme toute assez récemment. Et à chaque fois, il a fallu, d'une certaine façon, lutter, mais pas forcément pour l'extension du suffrage. Lutter sur des sujets particuliers qui ennuyaient tellement et qui mettaient tellement pression sur le pouvoir tel qu'il existait qu'ils ont dû lâcher du lest. C'est ça, quand on dit suffrage universel, etc., cette extension-là, elle est liée à la pression qu'avait mis à un moment donné le mouvement ouvrier, les luttes ouvrières, sur le régime qui était un régime représentatif de notables. Et d'ailleurs, ça je vous le partage ce soir, le principe même des indemnités parlementaires. On peut discuter, d'ailleurs ça peut faire l'objet d'une discussion dans le cadre d'une assemblée constituante dont je vais vous expliquer le principe juste après. On peut discuter du montant auquel devrait être portée l'indemnité parlementaire. On pourrait par exemple l'aligner ou l'articuler, au salaire minimum, compte tenu des semaines qu'on fait si on fait vraiment beaucoup le boulot. On pourrait dire 2,5, 3 SMIC par exemple. Je le dis comme ça, c'est pas dans le programme, mais ça peut être un élément de discussion. Mais attention à dire et à attaquer le principe de l'indemnité parlementaire ou des indemnités des élus en eux-mêmes, parce que qui était élu quand il n'y en avait pas? Les riches, ceux qui avaient des rentes, ceux qui pouvaient se payer le fait d'avoir un mandat sans avoir à être dédommagés, parce qu'on peut vous l'assurer, Mathilde comme moi, on ne peut pas continuer le boulot si on fait vraiment l'engagement lié et la fonction liée au mandat, c'est pas possible. Donc, ça aussi, c'est une conquête qui a permis au mouvement ouvrier socialiste, en un sens profond, que nous partageons, pas socialiste au sens de ceux qui osent se pointer à la tribune pour dire qu'ils ne vont pas censurer Bayrou en citant Jean Jaurès. Parce que ça, du point de vue de nous qui sommes aussi attachés à une certaine forme d'histoire des luttes, d'histoire des combats, du fait qu'on a obtenu les congés payés et des choses pareilles par des luttes, honnêtement, d'oser valider un budget aussi violent socialement, en citant Jean Jaurès, ça s'appelle une honte. Et une trahison en plus vis-à-vis des électeurs. Mais tout ça pour dire que le régime représentatif, il est situé socialement. La représentation comme principe, elle est située. Dans la Sixième République, telle qu'on la propose, elle ne suppose pas d'abolir le principe de l'élection de la représentation. C'est toujours quelque chose qui peut être utile, important, ne serait-ce que pour faire circuler des informations, que pour prendre des décisions ensemble au niveau national. Mais elle propose tout de même qu'on réfléchisse tous ensemble à ce qu'on fait lorsqu'on élit quelqu'un. Et qu'on réfléchisse au fait que, effectivement, on confie une part de notre pouvoir, on délègue notre souveraineté, on se dit, tiens, les décisions de cette personne-là contribuera à prendre seront conformes à ce que je pense, mais on n'élit pas un notable. Or, vous voyez, depuis qu'on est élu, je pense que tu as le même sentiment que moi, à mon avis, c'est l'Assemblée nationale se fait piétiner en permanence et on est arrivé au sommet, c'est-à-dire qu'on a des députés macronistes qui applaudissent les 49.3. Tiens, ils se lèvent en disant « Ouais !» Alors que le 49.3, qu'on soit pour ou contre, nous on est contre, Mathilde l'a dit, le 49.3 c'est quand même le moyen pour le gouvernement d'écraser l'Assemblée. Eh eux, ça les réjouit. Ils sont ravis. C'est les ravis de la crèche, comme je dis parfois. C'est genre « Ouais, super, ils nous écrasent !» Mais du coup, lorsqu'ils font ça, ils entachent d'une certaine façon et la dignité de l'institution et la séparation des pouvoirs. Et pourquoi tout cela se passe-t-il comme ça? Parce qu'on est dans une république
qui, et la 5e République tout particulièrement, est une République de notables, de notabilisation. Et on le sent très vite à l'Assemblée. Ah, parce qu'on te donne du monsieur le député ou du madame la députée, mais du matin au soir. Alors si tu veux, il faut être bien accroché à ses convictions et au fait qu'on représente ce qu'on représente, l'unité populaire, la transformation radicale de la société, pour pas prendre le boulard. Parce que tout est construit dans l'institution pour séparer l'élu du peuple. Tout est construit pour dire que finalement, tu serais une forme d'aristocrate. Parce que, voilà, enfin, nous, ça nous intéresse pas plus que ça. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a une dynamique de structure et d'organisation qui pose un problème singulier de ce point de vue-là. J'ai tiré juste ce fil-là, parce qu'il me semblait aussi faire écho à ce que disait Mathilde par rapport à l'exclusion de la représentation d'une partie des gens. Et comment on répond à ce problème ? On peut éventuellement décider de changer les modalités de désignation des représentants. Ça peut faire partie des solutions. Mais il y a un enjeu qui me semble encore plus fondamental. C'est celui de permettre la décision directe des citoyens. Et notre projet de 6e République, et ce qu'on a appelé la révolution citoyenne, s'inscrit précisément dans cette dimension. C'est-à-dire que, et je vous dis en 2 mots, ensuite on va tous échanger. D'abord vous allez échanger. Bref, je crois que tout ça vous sera expliqué. Parce qu'après, si j'explique mal, on va dire « Ah, je bordélise ». Et puis vous savez, on bordélise apparemment beaucoup. Ça, c'est un verbe assez vulgaire par ailleurs, mais que les bourgeois n'ont pas de mal à nous lancer à chaque fois. Les insoumis sont des bordélisateurs, on bordélise l'Assemblée, etc. Ce qui suppose quand même, ce jugement suppose de la part de ceux qui professent sur les télés et tout, une inculture de l'histoire parlementaire totale. Parce que je peux vous dire, s'ils veulent avoir des exemples de vraie bordélisation de l'Assemblée nationale, on en a plein les tiroirs à l'Assemblée. Hein. À un moment donné, je vous raconte juste cette histoire. Ensuite, je passe vite fait à la constituante et puis vous discutez. Il ne faut pas de jeu métal, mais quand j'ai des histoires, comme ça, c'est bien. Petite histoire, à un moment donné, et j'en parle d'autant plus que je suis député de Brest, et Édouard Mazet, qui était un syndicaliste brestois pendant les grèves des années 50, a été tué par la police. Et alors, il y a un communiste qui va en tribune et qui dit au ministre de l'Intérieur de l'époque, Jules Moch, il lui dit « Assassin d'ouvriers !» Si ça vous rappelle des histoires plus récentes, bon bref. Il dit « Assassin d'ouvriers !» Et alors là, donc ils sont tous énervés, là, le gouvernement, et le président de séance fait appeler la police carrément. Alors le groupe communiste descend, faut s'imaginer, nous on peut s'imaginer, mais en plus si vous avez visité l'hémicycle, si vous voulez le visiter, on peut vous le faire visiter. Le groupe communiste descend, il encercle la tribune pour protéger l'orateur en train de parler. Donc le gars continue à parler. Et la police arrive et le groupe communiste se met à chanter la Marseillaise, parce que la police est obligée de se mettre au garde à vous. Et ils chantent ça pendant 4 heures. Et donc à chaque fois ils sont obligés de s'arrêter comme ça, alors ça va pas vite quoi. Et alors ça met 4 heures à sortir le titre de la tribune et pendant ce temps-là, ils continuent à fumer le ministre. Alors, vous savez, bon. Ce que je veux vous dire, c'est que ce discours sur « Ah, on parle fort à l'Assemblée nationale, c'est juste, ça ne ressort que d'une chose. L'antiparlementarisme classique de l'extrême droite. Et l'antiparlementarisme, il monte quand l'extrême droite monte dans le pays. Parce que ces députés qui parlent, c'est le bordel, ça renvoie au fait que finalement, qu'est-ce qui serait bien ? Ce qui serait bien, ce serait une assemblée qui se tait, voire pas d'assemblée du tout, ce serait peut-être plus efficace. Et on donne plein pouvoir à Emmanuel Macron, comme d'ailleurs la Constitution le lui permet de les prendre de son propre chef et de les rendre de son propre chef également. C'est quand même un bon exemple du caractère autoritaire de notre Constitution. La Constituante, ça fonctionne comment ? C'est... D'abord, on gagne la présidentielle, c'est le chemin le plus simple. On gagne la présidentielle, le président convoque un référendum probablement le jour des élections législatives qui suivent, et le référendum demande à l'ensemble des citoyens, est-ce que vous souhaitez convoquer, est-ce que vous êtes favorable à la convocation d'une assemblée constituante pour passer à la 6e République, pour rédiger la constitution de la 6e République ? Alors si les gens répondent oui, le processus continue, et à l'automne suivant, il y a une élection, l'Assemblée constituante est élue. Et par rapport à ce que disait Mathilde, je le précise parce que ça me semble important. L'Assemblée constituante, dans notre programme, ne comptera aucun député, ni sénateur, ni dirigeant d'exécutif de la 5e République. Parce que comme ça permettra aussi d'avoir des personnes neuves et des idées nouvelles qui arrivent au sein de cette constituante. Et une fois les travaux de la constituante terminés, c'est-à-dire la nouvelle constitution proposée,
eh bien, elle sera de nouveau validée par référendum, etc. Et il y aura des nouvelles élections au bout de 2 ans, en gros, dans le cadre de la 6ème République. Et à ces élections, aucun des membres de l'Assemblée constituante ne pourra se présenter. Parce que ça évite aussi que les gens commencent à faire des institutions pour se les tailler pour eux-mêmes. Parce que vous voyez, on peut, et c'est la vie, et c'est très bien, on rencontre des gens honnêtes, sincères, voilà, chaleureux et sympathiques au combat, mais on ne peut pas parier à chaque fois sur l'honnêteté individuelle lorsqu'on pense des institutions. Pour penser des institutions, il faut penser voilà, des structures qui permettent aussi de faire face à des traits qui sont somme toute assez courants dans les organisations humaines en général. Donc voilà le processus. Et il repose, j'en termine là, sur 2 points. Un point somme toute assez classique, le renforcement de l'Assemblée nationale et donc de la représentation directe des citoyens. Ça, c'est quelque chose qui prend des tournures qui parfois peuvent sembler techniques, mais enfin qui sont très concrètes. Nous, on est députés, on a un mal fou à mettre un texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que nos textes, alors qu'après tout, il y a des gens qui nous ont élus pour faire ça. On est censé être des législateurs. C'est très compliqué pour un député ou une députée de mettre un texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Le gouvernement, il a la maîtrise de 2 des semaines. Ensuite, il y a une semaine de contrôle où on pose des questions. Et il y a une dernière semaine, c'est de l'Assemblée, mais il faut être transpartisan. Bon, transpartisan, on peut faire passer des choses bien, mais je veux dire, ça ne porte pas le débat. Par exemple, au hasard, si les députés de leur propre initiative avaient pu mettre quelque chose à l'ordre du jour, on aurait déjà discuté dans cette Assemblée de l'abrogation de la réforme des retraites. Donc ça a un sens concret. Ça, c'est pour le respect du Parlement. Et ensuite, et ça, je pense que c'est le point central et décisif de la 6ème République, telle que nous la pensons, c'est l'initiative citoyenne. Le fait qu'il y ait des mécanismes de démocratie directe qui, à chaque échelle de pouvoir, existent. Dans la commune, dans la communauté de communes, dont on pourrait revoir largement, d'ailleurs, le fonctionnement, les compétences, l'organisation, etc. Le département, etc. Et ce référendum d'initiative citoyenne permettrait de proposer une loi, d'en abroger une autre, ou de révoquer des élus qui ne tiendraient pas leurs promesses. Alors dans un délai raisonnable, parce que on pourrait mettre 1 an après l'élection, l'élu peut être révocable, par exemple. Parce que, si vous voulez, sinon vous avez... quand on n'est jamais content quand notre candidat ou notre candidate perd. Alors si vous pouvez révoquer le type le lendemain, bon, c'est un peu trop simple. Mais voilà, ça c'est pour vous donner un exemple concret. Et bien entendu, un autre des horizons qu'ouvrirait la 6ème République serait d'inscrire des nouveaux droits dans la Constitution. Mathilde l'a dit, la Constitution actuelle n'est pas nécessairement très adaptée aux enjeux actuels. Et je ne prends qu'un seul exemple, la question écologique. Pour beaucoup de législations liées à l'écologie, on nous met la liberté d'entreprendre en face de nous. En disant non, n'allez pas complexifier tout ça, il y a la liberté d'entreprendre. Si c'est ça le principe cardinal sur la préservation des milieux de vie, de l'eau, etc., on est foutu. On n'arrivera jamais à mettre en place une véritable politique écologique. Donc, on propose que dans la nouvelle Constitution, le droit de propriété soit redéfini comme un droit d'usage et non plus un droit absolu. Je vous ai donné quelques exemples pour ouvrir un peu à la discussion que je voudrais, sous le patronage de nos prédécesseurs, de nos grands prédécesseurs, je pense, le président chilien Salvador Allende de l'Unité populaire, justement, qui disait dans son dernier discours « L'histoire est nôtre, ce sont les peuples qui la font ». Ça pourrait résumer un peu ce qu'on veut faire avec la Constituante. Je vais laisser Clément, qui fait partie de mon équipe aussi, vous présenter un petit peu la suite de la soirée. Le deuxième temps, qui va durer à peu près une demi-heure, ça va être du coup un travail participe par table sur des thèmes pour répondre à une question, toujours en l'occurrence avec la question de la 6ème République et d'une assemblée constituante, c'est de se dire, si demain on arrive à convoquer une assemblée constituante, quelles mesures concrètes politiques on va défendre pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Pierre-Yves en a cité certains. Donc on va se donner un objectif politique par table.
notre table, le sujet c'était du coup au niveau de la démocratie, comment on va faire pour avoir une assemblée et du coup un pays plus démocrate. Notre première priorité, c'est tout d'abord de garder une seule chambre, de supprimer la chambre du Sénat et de l'Assemblée nationale, garder une seule chambre, et les députés seront élus au suffrage universel indirect par la proportionnelle. Donc ce serait... Direct, pardon. Oui, direct. Niveau deuxième priorité, du coup, c'est de rendre le vote obligatoire, ainsi que de mettre le vote blanc reconnu. On a longuement débattu de savoir si on voulait passer l'âge à 16 ans ou pas. Finalement, on l'a pas gardé car on est encore indécis. Troisième proposition, c'est de mettre une pluralité représentative, notamment au niveau de SSP, du genre. Quatrième point, vous dites si j'allais trop vite? Non, c'est bon? Le risque. Quatrième point, c'est le non-cumul des mandats et des durées. Très important pour les élus. Cinquième point, de remettre l'éducation civique populaire à l'ordre du jour, pour insister du coup les jeunes, notamment aussi les femmes, à s'investir en politique. Et comme il ne faut pas se limiter non plus qu'à l'école, et mettre des programmes, des sortes de valises ou de packages aussi pour les adultes et pour les gens qui sont plus âgés. Sixième point, de mettre le référendum d'initiative citoyenne sur tous les grands sujets de l'État, et aussi mettre une échelle plus locale, au niveau de la région ou de la communauté de communes. Et comme on est insoumis, ici on a mis un septième point. Le septième point, ce serait du coup de faire en sorte que les médias soient plus séparés de l'État, et du coup avoir une vraie autonomie des médias. Et voici pour notre table. Donc on avait pour thème la paix, une 6ème République et une France au service de la paix. Donc notre première priorité est le fait que l'exécutif doive respecter les droits internationaux. Ensuite, comme deuxième priorité, le fait d'accueillir les réfugiés de guerre et d'apporter une aide humanitaire sur les terrains de conflit. En troisième priorité, établir une France indépendante de toute alliance militaire, quelle qu'elle soit, par exemple de l'OTAN. Quatrièmement, établir un contrôle réel, c'est-à-dire des lois, des débats, sur les orientations de la politique militaire et extérieure. Ensuite, le fait qu'une déclaration de guerre ne doit pas être prise par un seul homme et doit être validée par des institutions représentatives. Et enfin, c'est un peu de la triche, mais faites l'amour mais pas la guerre. Alors nous travaillons sur le thème « Si une assemblée constituante est convoquée demain, quelles mesures défendrez-vous en priorité pour une 6ème République qui garantisse nos libertés fondamentales ?» Voilà, bon, alors d'abord on s'est interrogé sur la notion de liberté fondamentale et on a eu du mal à classer nos priorités. Je vais quand même vous les énoncer de la première à la 6ème. Alors tout d'abord, révocabilité des élus à tout niveau, au moins à mi-mandat. Deuxième priorité, former et garantir une police véritablement républicaine et populaire qui soit contrôlée par le peuple. Troisième priorité, établir un code déontologique qui garantisse la liberté d'opinion. Quatrième priorité, nationalisation des moyens de production principaux, prise de pouvoir populaire sur les moyens de production. Ce qui suppose que les principales entreprises soient expropriées. Ensuite, priorité numéro 5, sortie de l'OTAN et de l'Union européenne en tant qu'union des dominations bourgeoises européennes. Sortie du capitalisme, logiquement. Priorité numéro 6, défense et développement des services publics. La rentabilité ne doit plus être prise en compte. Nationalisation des cliniques privées et on arrête de financer l'enseignement privé.
Alors pour notre table, le cadrage était sur une 6e République féministe, antiraciste et inclusive. Alors pour la première priorité, c'était une assemblée constituante tirée au sort avec une parité stricte, une représentativité des minorités racisées, des personnes en situation de handicap, des jeunes et des classes populaires. La deuxième priorité, c'était une réforme féministe du Code du travail avec une revalorisation des métiers genrés comme féminins, des congés menstruels et aussi une fin du temps de travail subi. Notre troisième priorité, c'était une commission réparation et vérité sur le colonialisme, avec notamment une restitution des biens culturels. Notre quatrième priorité, c'était un réaménagement de l'espace public, urbain et aussi rural, avec une amélioration de son accessibilité, avec également une réforme de la CAF pour inclure plus d'handicap et une revalorisation des aides et des aidants. Pour la cinquième priorité, c'était un droit de vote pour les résidents étrangers. Et pour finir avec la sixième priorité, c'était une réquisition des logements vides pour les personnes sans domicile fixe, les personnes précaires, des foyers pour les personnes LGBTQIA+, donc des foyers d'aide et de recueil, et aussi pour les femmes qui ont subi des violences. Alors, on a eu du mal à définir ce qu'était de la Constitution et ce qu'était de la loi. Donc on est parti sur une priorité pour l'agriculture, donc un droit à une alimentation saine et durable, donc en limitant la taille des exploitations, en modifiant les critères de la PAC par de l'éco-conditionnement, du socio-conditionnement. La deuxième priorité, c'est sur l'urbanisme. Donc le principe, c'était de conserver les surfaces agricoles, mais en ayant... en imposant le droit au logement pour tous, que ce soit en milieu urbain ou rural, donc revoir la loi ZAN, mais aussi faire accéder au droit à l'accès à la nature pour tous, donc refaire une loi cadre d'accès à la nature. Sur la pêche, en troisième priorité, on a parlé de la pêche, donc l'arrêt de la pêche industrielle. Sur les énergies, donc le droit à l'énergie pour tous, les premiers kilowatts seraient gratuits ou à taux réduit, permettre à tous d'avoir accès à l'énergie renouvelable, donc réhabilitation des logements. Sur la forêt, donc une nationalisation de la forêt, enfin, ça a été vite là, on a été vite là. Et sur les polluants, donc avec un principe du pollueur-payeur appliqué aux grandes entreprises, donc un principe renforcé du principe pollueur-payeur appliqué aux grandes entreprises, donc avec un droit à l'air pur pour tous. Vous l'aurez compris, le thème de la table était pour une République protectrice de l'environnement. Notre groupe a travaillé sur les priorités à définir pour une République représentative du peuple par les élus. Donc on n'a pas rempli les 6, on en a trouvé 3. Ce qui s'est dégagé en premier, c'était de mettre en place une représentativité par parité. Parité de catégories socio-professionnelles et parité homme-femme. Et qu'un des outils qui pouvait aider à l'atteindre, c'était de faciliter les passerelles entre la fonction de citoyen élu et retour à l'état de citoyen, par la formation et aussi par l'indemnité, comme ça a déjà été énoncé. En deuxième priorité, c'était de limiter le carriérisme, en limitant la durée des mandats, et aussi en introduisant du hasard, à l'image des cours d'assises. Ensuite, aussi introduire des procédures de révocation dans le cas où les élus ne tiennent pas leur parole ou s'écartent de leur mandat. Et en troisième priorité, introduire plus de référendums et une meilleure répartition du pouvoir. Et on a pas mal évoqué l'exemple suisse à ce sujet-là. Voilà. Ce qui transparaît quand même des échanges et des résultats des discussions, c'est, je pense, quelque chose qui renvoie à une aspiration profonde dans le pays. C'est quand même des changements majeurs sur des thèmes qui concernent en fait le quotidien. Et je commence par là parce que c'est ce rapport entre le concret et ce que supposerait un processus constituant, etc.
Commençons par là d'abord en disant qu'il y a un rapport à la politique qui existe quand même beaucoup dans l'espace médiatique et qui d'une certaine façon a fini par désespérer tout un tas de gens, c'est de dire on peut plus rien faire, on n'a plus d'argent, etc. Ça c'est le truc qu'on entend littéralement tous les jours, tout le temps, avec quelque chose qui finit par poser la question, c'est finalement, mais si à ce point on ne peut plus rien faire, à quoi bon s'organiser démocratiquement ? Puisque manifestement, on ne peut plus décider de comment s'organise le régime de retraite, on ne peut plus décider de comment on doit gérer nos cours d'eau, on ne peut plus décider du niveau des salaires, etc. Tout ça, c'est impossible, pas possible, circuler, il n'y a rien à voir. Et je vous parlais tout à l'heure des vieux trucs qu'on entend tout le temps. Moi, il y a quelque chose qui me sort par les trous du nez, c'est la dette qu'on va laisser aux générations futures, nanana. Mais ils disent la même chose depuis que je m'intéresse à la politique et je suis pas 15 ans par là, donc j'ai 33 ans, là, vous saurez tout. Mais j'imagine qu'ils disent ça depuis encore plus longtemps que ça. Mais ce discours-là, il tend à désespérer. C'est juste un discours anti-politique. C'est un discours qui sort tous les objets concrets du débat. Et précisément, là, c'est intéressant, parce que dans la discussion, vous avez ramené du concret sur une discussion qui peut sembler abstraite, parce qu'on parle du passage à la 6ème République, etc. Et je pense que le meilleur contre-discours, c'est par là que je veux commencer à répondre à ça. Le meilleur contre-discours contre ça, c'est de dire, en fait, au lieu de dire c'est pas possible, il n'y a pas d'autre monde possible, il n'y a pas d'autre politique possible, en fait, de partir à l'inverse, parce que quand on raisonne en disant que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible de faire autrement de ce qui se passe depuis en haut. En fait, on peut réfléchir à la différence, on peut dire, mais quels sont les besoins dans la vie ? Quels sont les besoins humains existants dans la société ? Et si on part des besoins, là, on réouvre une discussion avec tout le monde. Parce qu'en réalité, tout le monde est confronté à des besoins concrets. Vous avez parlé du logement, vous avez parlé de comment on se chauffe, etc. Je veux dire, tout le monde a ses besoins concrets. Donc on part des besoins concrets. Et là, je dis un mot de comment ces besoins concrets ont un rapport avec le projet de 6ème République. Parce que ça, c'est des débats qu'on a eus au sein... au sein de la gauche en général, je ne sais pas comment l'appeler, mais enfin, c'est des débats qu'on a eus en tout cas autour du projet de 6ème République. Parfois, il y avait des gens qui nous disaient « Ah, c'est trop abstrait, ce truc de démocratie, d'institution, etc. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est boucler la fin du mois. » Pour vous résumer l'argument. Je crois que, alors bon, déjà, j'ai jamais été d'accord avec cet argument-là, parce que c'est un argument qui est si vous voulez, qui me semble poser un problème sur la réflexion de ce qu'est le fait d'être citoyen en soi. Je veux dire, être citoyen, c'est exister en égale dignité. Et pour avoir discuté avec notamment Mathilde Panot, notre présidente de groupe, qui a été engagée à un moment donné à ATD Carmonde, je veux dire, il y a donc des gens qui eux-mêmes sont dans une situation de très grande pauvreté, qui militent dans l'association, et qui disaient à Mathilde, mais une des choses les plus dures, c'est qu'on ne reconnaît même plus le statut de citoyen. Et ça, c'est intéressant, parce que j'ai entendu ça dans une des tables qui disait garantir un logement pour tout le monde. Bah ouais, parce que je pense qu'effectivement, garantir un logement pour tout le monde, c'est aussi une des conditions fondamentales d'exercice du pouvoir de citoyen. Parce que si on n'a pas de logement, enfin, je veux dire, on n'a pas la tête à ça. Mais je le dis aussi à celles et ceux qui parmi vous sont militants, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas discuter politique avec ceux qui sont sans abri. Alors, parce qu'on peut faire des actions de solidarité et tout, mais quand on fait des tractages dans la rue et qu'on donne des tracts, on peut aussi donner le tract à celui qui est en train de faire la manche, ou celle qui fait la manche, et puis on discute de politique, parce qu'en fait, on est tous citoyens. Et donc, pourquoi je parle de là par rapport à cet argument, c'est que la condition d'égalité citoyenne, elle suppose que du coup, c'est hyper important de s'intéresser à comment on décide. C'est pas un à côté, c'est pas un on verra plus tard. Et la meilleure, alors bon, ça c'est quelque chose qu'on défendait déjà en défendant la 6ème République. Mais c'est quelque chose qui a pris une autre proportion à échelle de masse lorsque les Gilets jaunes en ont fait la démonstration en acte. Ils sont partis d'une question fiscale, ils sont partis de l'idée qu'il y avait une fiscalité injuste sur le thème écologique, etc. Et ils sont arrivés à un autre point, ils ont dit, mais attendez, faut le référendum d'initiative citoyenne. Je me rappelle, parce que je faisais un débat, je ne sais plus sur quelle télé régionale,
Et j'entendais comme ça une femme, parce qu'il y avait énormément de femmes engagées dans les Gilets jaunes, c'était quelque chose aussi qui renvoyait à une dynamique révolutionnaire profonde, parce que ça renvoie à l'histoire des révolutions, où lorsque, et la Révolution française par exemple, on a tous cette image-là en tête, c'est la marche sur Versailles, qui est une marche, je pense que c'est la question de la survie qui est en jeu. Bref. Et elle dit, nous ce qu'on veut c'est le RIC. Et nous à cette époque-là, je crois qu'on parlait de référendum citoyen, je sais plus, enfin bref, il y a un autre terme pour dire la même chose. Et moi j'étais là, mais le RIC, qu'est-ce que c'est? Et c'était quelque chose qui avait diffusé énormément. Et ça posait la question du pouvoir, justement. Donc c'est là qu'on arrive à la dimension concrète de la 6ème République. C'est que si on fait une nouvelle constitution, c'est avant tout pour réorganiser le pouvoir. Et donc pour poser un certain nombre de questions que vous avez posées, sur qui sont les représentants, comment on les désigne, etc. Est-ce que, en plus de la parité homme-femme qui est existant déjà aujourd'hui sur les listes, mais sur les listes, ça ne veut pas dire à l'Assemblée, je veux dire, l'Assemblée n'est pas paritaire, par exemple, aujourd'hui, l'Assemblée nationale. Bien loin de là. Donc il y a cette question de la composition, etc., de la représentation. Et il y a la question du pouvoir direct, d'intervention citoyenne, etc. Et puis, il y a ce que la Constitution permet de faire ou pas. Parce que, et ça renvoie à comment on formule le droit. C'est-à-dire que je reviens à l'exemple de tout à l'heure sur le droit de propriété, si le droit de propriété n'est pas du tout encadré dans la Constitution, à ce moment-là, il y a des textes de loi qui vont se faire casser, parce que la Constitution interdira le fait de, par exemple, dire... moi je viens du Finistère, donc c'est pas ok en fait de faire une extension de ta porcherie sans limite et de penser que ça n'aura aucun impact sur l'environnement ni aujourd'hui ni demain. Donc je veux dire, ce sont des aspects, me semble-t-il, tout à fait concrets. Alors je vais pas rebondir sur toutes les idées qui ont eu lieu et qui se sont données et qui donnent à voir aussi la richesse des débats qui auraient lieu dans la Constituante, parce que cette question se poserait sans cesse. Qu'est-ce qui relève du mécanisme de l'organisation démocratique du pouvoir? Comment on organise démocratiquement le pouvoir d'un côté? Et qu'est-ce qui relève de l'autre côté de ce qu'on doit inscrire dans la norme fondamentale, dans la Constitution, pour que les politiques à venir soient meilleures et correspondent aux besoins de l'époque? Le fait que les femmes soient si peu représentées, du coup, effectivement, il n'y a pas la parité à l'Assemblée, puisqu'il y a 36% de femmes. Et depuis 2017, depuis les élections législatives, le nombre de femmes députées diminue. Donc déjà, ça pose question. Améliorer et travailler sur la place des femmes en politique, ça va bien au-delà, en fait. Ça vient aussi interroger sur la place des enfants aussi dans le milieu, parce qu'on a tendance un petit peu à vouloir se dire non, on va le laisser à la maison, il va déranger, voilà, bon, peut-être qu'il a dérangé, je sais pas, il a couru, il a pas fait grand-chose. Mais voilà, en tout cas, je trouve que du coup, c'est intéressant de pouvoir aussi faire une réunion publique comme ça. On a beaucoup de témoignages de gens, et tout à l'heure, on était sur la ferme, et c'est l'heure où les gens viennent récupérer leur panier. Et il y a une dame, une cliente qui discute avec moi, et elle me dit « Non, mais de toute façon, on est dans une société individualiste. Donc voilà, c'est chacun pour sa pomme. Et puis elle dit « Moi, je suis aide-soignante, et... » Elle dit, je veux bien aider les collègues et tout, mais là je suis cassée, donc je vais me mettre en arrêt, et puis je vais renouveler mon arrêt parce que là j'en peux plus, puis comme ça ils vont comprendre que quand je suis plus là, voilà, ils se débrouillent. Et du coup je lui dis, ouais, mais tu sais, cette société individualiste comme tu l'as décrit, elle est aussi liée à la politique et à ce que... et aux politiques qui ont été menées pendant des années et qui font qu'aujourd'hui on a cassé tellement de choses sur le syndicalisme, par exemple. On a matraqué, gazé les gens quand ils font des manifestations. Et donc on a empêché, voilà, vous voyez ce que je veux dire, le pouvoir en place aussi a empêché ces espaces collectifs, parce que faire du collectif, repenser les choses collectivement, ça vient évidemment remettre en question la place du capitalisme, pour reprendre ce qui a été dit aussi. Et voilà. Et donc, évidemment que c'est important de faire ce genre de réunion
Évidemment, qu'en une demi-heure, parler de faire une mini-assemblée constituante, bah ouais, ça fait des débats forcément. Il faut qu'on continue de pouvoir avoir ces lieux-là de collectif, de réflexion collective qui font avancer en fait chacun et chacune aussi. Parce que derrière, ça redonne aussi un peu d'espoir. Ça redonne de l'espoir sur la capacité du peuple à pouvoir décider de ce dont il a besoin, quoi. Vous, l'affaire, c'est à vous de prendre votre vie en main. Et je crois que c'est par là qu'il faut commencer pour intéresser les gens. Leur dire que ça leur appartient, c'est à eux. Ils sont sur la défensive parce que la société s'organise, parce que la société, c'est pas uniquement des agriculteurs contre des agriculteurs, c'est aussi des citoyens qui se disent, vous avez parlé de droit à l'alimentation, qui se disent, mais en fait, nous aujourd'hui, on a envie d'avoir une eau de qualité, on a envie d'avoir accès à une alimentation de qualité, durable, bio, etc. Et qui s'organisent face, même pas vraiment face à des agriculteurs, mais face à de l'agrobusiness, face à l'agrochimie qui, elle, est en train de manipuler finalement et d'utiliser l'agriculture. Uber, quoi, utilise des chauffeurs de taxi ou des livreurs. Et du coup, parce qu'en fait, c'est ça ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de voir l'agriculture qui s'ubérise, en fait. Avec juste des pions qui vont servir à produire parce que comme l'agrochimie ou l'agrobusiness a demandé de le faire. Bref, tout ça pour dire que la mobilisation de la société civile, et dans son ensemble, donc d'agriculteurs et autres, fait que donc face à un pouvoir en place depuis longtemps qui a agi en toute impunité, et ben en fait aujourd'hui on voit les effets que ça a. Bon, effectivement ils se défendent, du coup ça les rend peut-être un peu plus virulents. Moi j'avais jamais eu de soucis avec eux jusqu'à maintenant, mais du coup c'est aussi des choses que ça montre qu'on arrive dans un système qui est quand même à bout de souffle et qui doit prendre un tournant. Bref, en tout cas pour dire que moi en tant que parlementaire, quand j'ai vu qu'il y avait 200 personnes devant ma permanence pour me défendre, en fait j'ai dit aux collègues j'ai une protection populaire. Et en fait c'est aussi ça l'effet de se dire nous, en tant que représentante, je me suis dit, bon, ça va, en tant que représentante de mes électeurs et électrices, visiblement, c'est que je fais pas trop mal mon travail s'il y a 200 personnes devant la permanence, quoi. Et donc, c'est aussi ça l'intérêt du collectif pour les élus. Voilà, c'est aussi de pouvoir conforter les élus du peuple dans leur fonction de représentation. Quels sont les exemples historiques où on s'est dit, tiens, que font les fonctionnaires? Par exemple, c'est Jean Moulin qui s'en va et qui dit, j'arrête de servir l'État. Je veux dire, les moments où la question se pose que les fonctionnaires cessent de servir sont des moments où la République elle-même est menacée. Parce que la République, en revanche, repose sur le principe d'obéissance des fonctionnaires, sans lequel les politiques publiques ne peuvent pas être mises en œuvre si elles sont décidées. Donc en fait, en temps normal, la réponse est claire, c'est les fonctionnaires obéissent. Mais pour qu'on se pose tous cette question en se disant, mais finalement là on en pense quoi? Moi j'ai eu des discussions avec des fonctionnaires qui me disaient, si l'extrême droite arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire? Beaucoup se sont posés cette question-là. Et c'est vrai que là, le problème singulier qu'on a, c'est que l'extrême droite a certes perdu les élections, mais on se retrouve avec quelqu'un comme Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui a l'air tout droit d'être sorti d'un film. Et vous voyez bien quel type de personnage il pourrait incarner dans quel type de film. Je veux dire, Bruno Retailleau incarne le pire de la droite réactionnaire dans le pays. Il parle comme elle, il parle pire que l'extrême droite, etc. Donc ça, c'est un énorme problème qui est joint
a une question fondamentale sur une des plusieurs questions portées là-dessus, c'est la question du collectif. Comment on fait du collectif dans une société qui détruit les solidarités? Parce qu'en fait, c'est ça. Le processus aujourd'hui social détruit les solidarités de plein de façons. La question n'est pas simple, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un ennemi principal, c'est le racisme. Parce que, alors là, si vous avez quelqu'un qui devient raciste, il n'y a plus de débat. Le racisme, d'une certaine manière, était une forme particulièrement poussée de la bêtise, où aucune discussion, aucune délibération, rien n'est possible. Dès lors qu'on a décidé qu'on n'en avait rien à faire. Je prends un petit exemple. J'ai fait un discours le 11 novembre sur une des communes de la circonscription de laquelle j'ai été élu. Je m'astreins à dire dans laquelle j'ai été élu et pas ma circonscription. Je pense que ça fait écho à la 6ème République, parce que quand on est élu, c'est pas notre territoire. Mais parfois, il faut faire l'effort, parce que c'est une facilité de langage. Bref, je fais un discours, et dans le discours du 11 novembre, qui, assez traditionnellement, pour un député de gauche, quand on nous autorise à parler, ce qui est rare, porte sur la paix. D'accord? Parce que c'est quand même la grande boucherie, etc. On a tous eu ça dans les manuels. Et je dis, la paix, on la souhaite aussi à l'Est, en Ukraine, et on souhaite que cesse le génocide à Gaza. L'adjoint au maire, de droite, il n'y avait qu'une liste. Peut-être qu'il y en aura 2 la prochaine fois. L'adjoint au maire me dit au 8 mai, s'ils ne m'ont pas laissé parler au 8 mai, il me dit « C'était inacceptable, votre prise de parole le 11 novembre » et tout. Je dis « Mais quoi? Qu'est-ce qui était inacceptable? Vous avez parlé de Gaza. » Ah oui? Mais qu'est-ce qui fait que pour une personne pareille, ce soit normal de considérer que dans un discours sur la paix, on ait un mot pour un endroit où des enfants meurent par dizaines de milliers, ou d'autres affamés, d'autres estropiés? Là, c'est le racisme. Je ne vois pas d'autre explication. L'indifférence crasse qui est liée au racisme. Et donc ça, c'est un ennemi essentiel à prendre de front. Et il le faut à partir de ce qu'on a en plus comme force dans l'histoire républicaine de ce pays, le principe d'égalité, qui fait qu'on peut porter tous les combats en même temps. Le combat féministe, le combat pour les droits LGBT, le combat antiraciste, le combat pour l'égalité sociale et économique, le combat pour l'égalité de pouvoir dans le domaine de l'entreprise. On peut les porter tous ensemble à partir de ce qu'on a comme y compris histoire républicaine et comme idée et comme forme particulière qu'a pris le socialisme en France. C'est la forme de la République sociale. C'est-à-dire que la République, elle n'est achevée que par la République sociale. Dans l'histoire de la République française et de la Révolution, il y a un truc particulier, c'est ce concept de souveraineté populaire. Mais avant la Révolution française, on parlait de souveraineté tout court. Et c'était quoi la souveraineté? L'unité de l'État et l'autorité de l'État. Le roi incarne l'unité de l'État, terminé. Donc c'est quoi quand on ajoute populaire? Parce que le peuple, il est forcément traversé de contradictions, d'intérêts contradictoires, de tensions, de désaccords. C'est la tentative de faire une démocratie à échelle de masse. C'est ce qu'on essaye de maintenir et on essaye de tirer ce fil-là. C'est rare dans l'histoire qu'à une telle échelle, on essaie de faire une démocratie. Mais donc, c'est un point de jonction où, à un moment donné, la souveraineté du peuple, et notamment pour nous, la souveraineté et les intérêts de la majorité sociale, sont confondus un peu, théoriquement, avec la souveraineté de l'État. Mais dans le cas de Sainte-Soline, vous avez la manifestation de la division entre les deux. La souveraineté de l'État se réaffirme, c'est-à-dire que Gérald Darmanin dit « ce sont des éco-terroristes », et lorsque vous désignez le terroriste, vous désignez quoi? La possibilité d'un régime d'exception qui pèse sur quelqu'un. Parce que le terroriste, c'est la personne hors droit, qu'on va pouvoir sortir du droit. Je veux dire, Carl Schmitt, le juriste nazi, il a écrit des textes là-dessus qui ont été appliqués par les nazis, mais pas que. Le terroriste, c'est celui qui ne dépend plus du droit. Et donc, exercice comme ça de Darmanin d'un côté, et puis de l'autre côté, dire bah non, nous on est légitime à y aller. Et c'est ça qui produit aussi un affrontement. Cet affrontement-là, d'une certaine façon, il traverse l'ensemble de la société. Et nous, et je me tue, et on se tue à dire ça, on propose une solution pacifique, raisonnable, ordonnée, politique à cette situation de crise. Elle ne prendra pas forcément ces formes-là. Et tous ceux qui disent qu'on est trop violent, je ne sais pas quoi, qu'on parle trop fort,
qui se disent quand même que si on n'avait pas et on n'assurait pas une représentation politique d'une alternative positive par la gauche, il est bien probable que la société serait dans un état beaucoup plus violent que ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que là, encore une fois, c'est pas que le monde des idées, des médias ou de je ne sais quoi, c'est des choses concrètes dont les gens souffrent, bien entendu. Et le droit international, je termine parce que j'ai mis plein de trucs. Ah si, il y avait juste cette anecdote quand même rigolote. Ouais, je termine dans 1 minute, 2 minutes. Petite anecdote rigolote, une députée macroniste qui me dit on était ensemble au sommet de Nice sur l'océan. Ça, c'est le côté rigolo d'être député parce que tu peux les voir un peu en vrai et tu te dis ah ouais. Alors elle me dit ah, je suis allé à l'hôpital aux urgences, etc. Ah, c'est marrant, il y a des barrières ici à l'hôpital. Des barrières avant d'entrer, quoi. Et puis une autre députée écolo lui dit bah oui, t'es chez Christian Estrosi. Elle fait bien en même temps, les gens deviennent violents. Les gens deviennent vraiment violents, donc elle trouvait ça génial, elle pensait, elle était députée du Finistère, elle dit j'aimerais bien le faire à Quimper. Alors franchement, je sais pas si vous connaissez Quimper, c'est pas bientôt. Quoi. Et alors je me dis bon d'accord, et puis elle termine en disant mais de toute façon les gens n'ont plus de surmoi. Ah bah ouais, alors surmoi c'est en psychanalyse ce qui est censé te contrôler, c'est une sorte de principe moral, etc. Et tu fais pas tout le temps n'importe quoi. Donc voilà l'explication sociologique profonde d'une députée macroniste de la pagaille qu'ils sont en train de mettre dans le pays. Et c'est toujours ce truc-là, c'est toujours la faute des individus, toujours les gens qui font n'importe comment. Eux n'ont jamais aucune responsabilité politique. Eux, leur politique, d'ailleurs, n'existe pas, ne produit aucun effet, c'est toujours la même. Et ça, c'est vraiment un grave problème quand on finit à penser par ça. Et vous avez ce discours, parfois, lancinant sur « il n'y a plus de culture civique ». Les jeunes, alors là, ils en prennent, les jeunes. Hein. Les jeunes, alors que, franchement, ceux qui votent le plus pour nous, moi, je veux les en remercier. C'est les plus jeunes. Et je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, il dit un truc assez rigolo une fois, il dit « je suis l'avant-garde de ma génération », c'est clair. Il n'y en a pas forcément tant à voter pour notre programme. Et j'ai pas envie de fracturer selon les âges. Mais justement, je trouve que quand même parfois on tape un peu trop dessus. Avec ce discours de « ah machin, ils veulent plus s'engager ». C'est pas vrai. Non seulement il y en a plein qui s'engagent, mais en plus, la question n'est pas là. La question c'est la manière dont la société s'organise. Vous prenez les parkings qui deviennent payants dans des hôpitaux, vous allez voir un proche qui est gravement malade, vous devez payer. Est-ce que vous vous sentez citoyen? Je veux dire, la question de la citoyenneté, elle a un aspect très concret. Et donc, pour se sentir citoyen, il faut aussi que la société s'organise pour les citoyens, et par eux. Et en réalité, c'est ça le fond du problème démocratique que nous... Ah oui ? Ah oui, c'est vrai, le droit international, je dis juste un mot là-dessus, effectivement, parce que ça est revenu à plusieurs reprises, et la question de la planète et de l'enjeu essentiel planétaire, il y a un problème déjà avec l'attaque forte. Le multilatéralisme et le droit international ne vont pas résoudre à eux seuls le problème écologique, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, c'est un régime capitaliste. De toute façon, si on n'arrive pas à sortir du régime capitaliste, je veux dire, la planète est fichue. Il n'y a pas besoin de retourner le problème trop longtemps. Du coup, c'est compliqué parce qu'on n'a même pas commencé à le poser presque. Mais justement, ça fait partie de l'entreprise politique qu'on souhaite mettre en œuvre. Mais en tout cas, on a besoin d'instruments de coopération. Et l'attaque aujourd'hui, les attaques multiples sur le droit international sont un véritable problème. C'est un problème parce que si on considère qu'il n'y a plus de nécessité de coopération, qu'il n'y a plus en fait d'égalité humaine, parce que c'est ça, en fait, un des problèmes. Le droit international, il repose sur l'égalité entre les États, mais il repose surtout sur l'égalité entre les êtres humains. Et un conseiller de Donald Trump avait dit très clairement que leur projet politique, à eux, là, Trump et compagnie, c'était de revenir sur tous les acquis de la Révolution française. Égalité humaine comprise. Qu'est-ce qu'on fiche dans les pattes d'un type pareil, et qu'est-ce qu'on fiche encore dans l'OTAN à obéir à ses ordres? La question est énorme, tous ces libéraux, pétris de bons principes, la démocratie chrétienne. Enfin, la démocratie chrétienne, quand vous voyez le Premier ministre à couvert, etc., des choses à Bétaram, vous dites qu'elle a bon dos, la démocratie chrétienne. Et que ce type-là est encore là. Mais je veux dire, dans n'importe quelle démocratie représentative, il serait déjà démissionné. N'importe laquelle. Donc, ces gens-là sont d'une hypocrisie insupportable.
Et cette hypocrisie, elle s'en prend en réalité au droit international et aux libertés publiques nationales également. Et donc la défense de tout cela va ensemble, et poser la question écologique, c'est poser la question de la façon dont on s'organise nous, de comment on construit nous notre rapport au milieu de vie. Et donc comment on a aussi, je pense que la manière la plus efficace, même si on peut, par exemple, imaginer une chambre tirée au sort qui représenterait des intérêts à long terme et qui replacerait le Sénat, ça fait partie des éléments de réflexion. On peut imaginer des choses institutionnelles comme ça. Mais la question, c'est comment on définit collectivement nos besoins et nos besoins de production. La question écologique, elle amène à ça. Et y compris, il y a des débats qui ne seront pas simples. Est-ce qu'on ouvre une mine pour avoir tel métaux rare en Bretagne, par exemple? Alors, il y aura des luttes environnementales qui diront non, mais dans ce cas, il va falloir qu'on réunisse tout le monde et qu'on dise, par contre, du coup, on le prend en Bolivie. Et ça, c'est OK. Ah non, c'est pas OK non plus. Ah, mais donc, si c'est OK ni ici, ni en Bolivie, peut-être qu'on peut se passer de ça. Et voilà, en réalité, les questions très concrètes auxquelles nous allons devoir nous affronter démocratiquement. Et c'est pas simple, mais en même temps, c'est enthousiasmant parce que c'est ma semaine où je cite des slogans de 68, il faut mettre sans doute l'imagination au pouvoir.